voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis urologue, je suis expert à l'organisme agréé Urorisk. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Par contre, j'ai beaucoup d'intérêt pour le maxillofacial. J'ai fait mon premier stage de chirurgie en maxillofacial. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait pas mal de maxillofacial dans mon service militaire et pendant les missions humanitaires. Et puis récemment, avec le rugby, vous êtes devenus les vedettes et c'est parfait. On m'a demandé de vous parler de quelques exemples et puis essayer de voir comment on peut éviter de rentrer dans un tunnel et surtout en sortir. Alors, excusez-moi, je vais vous donner des exemples urologiques. Le premier, c'est une cystectomie. Alors, pour ceux qui rentrent au bloc, pour voir les urologues opérer, on enlève parfois les vessies. Et quand on opère une vessie chez une femme, on fait souvent un double abort. On fait un premier abort vaginal, on décroche au niveau du vagin tout ce qui touche à la vessie. Et puis ensuite, on ferme cet abort. Et puis, on passe à une laparotomie où on ouvre. Et puis, on finit de décrocher la vessie, on l'enlève. Et là, le IAS s'est passé comme ça. C'est-à-dire que le premier temps s'est bien passé. Ils ont refermé, ils ont mis les champs dessus. Puis, ils sont passés sur la laparotomie. Ils ont ouvert. Et puis, au fur et à mesure que les choses avançaient, le chirurgien était dans son truc. Et l'IAD lui dit, c'est marrant, il y a tension qui baisse. Est-ce que tu es sûr que ça ne saigne pas? Est-ce que vous êtes sûr que ça ne saigne pas? Alors, il regarde, non, ça ne saigne pas. C'est marrant, il y a tension qui baisse. Bah oui, mais tension qui baisse, c'est qu'à le remplir. De toute façon, c'est toujours pareil. Les cystectomies, vous ne les remplissez jamais assez. Gna, gna, gna. Bon, donc, il continue. Bien sûr, non, la tension qui baisse. Oh, écoute, toi, tu me fais chier, t'appelles l'anesthésie, j'en ai marre de bosser avec des sous-fifres. Voilà. Donc, elle part chercher l'anesthésiste arrive, le malade de tension, une catastrophe, il ne pose pas de questions, il pose la voie veineuse centrale qui a été posée, il appelle le sang, il dit au chirurgien, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, bon, non, tu n'as rien compris, moi, ça ne saigne pas, regarde, il n'y a rien, tu vois, c'est clair. Bon, d'accord. Et donc, ils vont chercher le sang. Et quand la surveillante arrive avec les bras chargés de culot, elle arrive et pousse un hurlement. Et sous la table, il y avait une mare de sang. Et en fait, le sang venait du vagin qui avait été ouvert. Et ils avaient mis un packing qui n'était pas suffisant. Et donc, le sang coulait sous les champs. Tout le monde piétinait dans le sang, mais tout le monde regardait à l'intérieur du ventre ou à l'intérieur de la tensiomètre, etc. Et personne n'a pensé à regarder en dessous. Voilà. Alors, je ne vous raconte pas, la patiente, bien sûr, est décédée. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Deuxième, c'est une erreur de côté. Alors, ça rapproche un peu à ton biais c'est un biais donc, où le chirurgien arrive dans la salle sur une hernie inguinale hernie inguinale gauche commence, hernie inguinale gauche, il arrive et puis quand il rentre dans la salle, l'anesthésiste lui dit « Ah, tu sais pas ce qui est arrivé à machin ?» Machin, c'est le radiologue. Alors il dit « Non, il a fait une hémorragie méningée, il est parti à Toulouse par le SAMU. » Ah non, merde, qu'est-ce qui lui arrive? Il a déjà eu des trucs, machin. Bon, oh là là, alors il va se laver, il en parle avec l'infirmier. Ouais, lui, il n'a pas de chance, etc. Bon, il revient en salle, il fait les chants en disant « Mais t'es sûr que c'est une hémorragie méningée, etc. » Ouais, c'est un tel qui était de garde, il est parti, il n'était pas bien. Bon, ils font le chant. Alors, ils font la checklist, la fille, c'est une hernie inguinale gauche, machin, etc. Bon, d'accord, il incise à droite. Voilà. Il incise à droite, alors que 30 secondes avant, l'infirmière avait dit c'est une hernie inguinale gauche. Et voilà, l'hémorragie méningée, etc. Il trouve une petite hernie, parfois les hernies sont souvent bilatérales, une petite hernie, il dit ouais, c'est bien, facile, je la fais. Il ferme, et puis au moment de dicter le compte-rendu, il regarde le dossier, marqué hernie inguinale gauche, il dit c'est pas possible, quelle bande de bras, ils sont encore trompés à l'admission, c'est pas possible. Quand même, il se dit, ouais, il y a quelque chose, alors il va regarder dans son dossier, et puis il voit que c'est une hernie inguinale gauche. Voilà. Donc, typique, il n'était pas du tout disponible, et que les mauvaises nouvelles, quand on est au bloc, il n'y a rien de pire, on ne pense plus qu'à ça, et on fait des bêtises. Et alors, ce qui est affreux, c'est la checklist. Théoriquement, je ne sais pas si vous faites tous faire la checklist, je crois que c'est pas forcément vrai, d'après les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Mais la checklist, théoriquement, on essaye de la faire de façon théâtrale, c'est-à-dire qu'il faut que l'infirmière le dise à haute voix. Mais ça ne suffit pas si on n'écoute pas. Si personne n'écoute ce que dit l'infirmière et si on ne pèse pas le poids des mots, ça ne sert à rien. C'est un outil, mais c'est un outil qu'il ne faut pas faire de façon automatique. Voilà, donc c'était mes exemples.
Les erreurs, enfin les situations tunnélisantes, elles arrivent souvent dans les chirurgies longues et éprouvantes, mais elles arrivent aussi dans les petites chirurgies répétitives. C'est typique chez les ophtalmos qui ont une liste de malades, le côté de l'œil et puis la correction à faire pour mettre le machin. Il suffit qu'il y ait un patient qui n'arrive pas ou un patient qui soit annulé, il décale les patients, mais il ne décale pas la liste des yeux, quoi. Donc il y a eu plusieurs cas de IAS comme ça arrivés, avec des gens qui se sont retrouvés opérés du mauvais côté et surtout pas la bonne correction. Ça arrive vraiment dans les fatigues, au moment de stress, de fatigue, ça on l'a vu très bien tout à l'heure, on l'a vu quand les gens sont affamés, en hypoglycémie, en fin de programme. Ça arrive aussi quand il y a des situations imprévues, quand on a des complications. Vous, je pense que quand vous partez sur un DRH, quand vous enlevez des dents, que vous faites des ostéotomies et que ça ne casse pas exactement où on veut, enfin, etc., je pense que de temps en temps, vous allez avoir des stress, comme nous on l'a en chirurgie digestive. Et puis l'excès de confiance et la routine, c'est ce qu'il y a de pire. L'excès de confiance, on part sur des trucs en se disant je le fais toujours, j'y arriverai toujours, et puis finalement on se fait avoir. Et puis l'excès de hiérarchie, ce qui m'amène à la diapo suivante. La hiérarchie, en fait, il en faut, mais c'est quelque chose d'assez discutable. Le premier à discuter la hiérarchie, c'est dans l'armée de l'air, c'est Laurence d'Arabie, puisque à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'étiez pas nés, mais on a vu des films, quand ils étaient dans les avions, il y en avait un à l'avant, un à l'arrière, ils étaient à 200 à l'heure avec un vent pas possible, la communication n'était pas facile. Et il avait dit que quand le copilote derrière ou devant, je ne sais plus comment ça se passait, décide de faire quelque chose, il doit le faire sans avoir l'aval du commandant de bord, parce que autrement, ce n'est pas possible, on n'arrive pas à se parler. Et ça a été repris ensuite par l'aviation militaire, où déjà dans le cockpit, même quand les avions ont progressé, le commandant, le plus haut gradé avait le pouvoir, mais néanmoins, les autres pouvaient commencer à dire quelque chose. Ça a été les premiers, alors que théoriquement, c'est une structure excessivement rigide, et pourtant, ils ont déjà mis ça en place. Et ça a été mis en place de façon systématique chez Air France il n'y a pas tellement longtemps, il y a une vingtaine d'années, où on s'est rendu compte que quand il y avait les crashs les plus importants, c'était quand le commandant de bord était aux commandes. Alors pourquoi? C'est pas parce que c'est le plus nul, mais c'est parce que quand c'était lui qui était aux commandes, eh ben les autres, ils n'osaient pas l'ouvrir, ils n'osaient rien dire du tout, alors que quand c'est le copilote qui pilote, le commandant de bord est à côté, quand il lui dit quelque chose, une manœuvre pour changer une erreur, eh ben, il l'exécute. Et maintenant, c'est diffusé à l'ensemble du personnel navigant. Quand quelque chose ne va pas, tout le monde a le devoir de dire quelque chose. Alors c'est vrai chez Air France, c'est vrai aussi dans la Marine nationale, dans les sous-marins, c'est les seules personnes dont tu n'as pas parlé, mon cher Denis, puisque vous avez parlé de tout, donc il faut bien que je trouve des choses à dire. Dans les sous-marins, c'est tellement spécialisé que quand ils descendent dans le bateau, c'est une équipe, ils enlèvent leur galon. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus que celui qui s'occupe de la spécialité dont il s'occupe. C'est le mec qui s'occupe du diesel, des torpilles, etc. Mais celui qui s'en occupe, eh ben, c'est lui qui est le chef et c'est lui qui prend les décisions, il n'y a plus de hiérarchie. Donc nous, généralement, on est au sommet de la hiérarchie. Quand on arrive au bloc, tout le monde nous écoute, tout le monde fait ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas avoir une hiérarchie qui soit cassante. Il faut une hiérarchie qui doit être guidante et bienveillante. C'est-à-dire qu'il faut exposer ce qu'on va faire. On part là-dessus. Pendant l'intervention, s'il y a des décisions à prendre qui ne sont pas exactement celles qu'on devait faire, eh ben, il faut en discuter. Elle doit être collégiale. Et les subordonnés se doivent d'intervenir. C'est vraiment un travail d'équipe qu'il faut essayer de maintenir. C'est très important. Et surtout, il y a le principe de la non-punition. Vous avez vu maintenant que vous déclarez les EIAS. On peut déclarer des EIAS, ils sont anonymisés. Et ça, c'est le principe de la non-punition. C'est pareil à Air France. Quand un pilote, il lui est arrivé quelque chose, il va le dire. Ça ne va pas entraîner une mutation ou une diminution dans son ascension professionnelle. C'est le principe de non-punition. C'est fondamental. Et je vous encourage, avec les gens avec qui vous travaillez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils le disent, qu'ils osent le dire, car les gens ont toujours peur que ça nuise à leur carrière. L'effet de groupe, alors on a parlé des facteurs humains. Nous, c'est extraordinaire, on a fait des études de médecine, on passe notre temps à donner des ordres à tout le monde, et on a du personnel, on a des infirmières avec qui on bosse,
on a parfois des administratifs, et en fait, on n'a jamais eu aucune formation sur les facteurs humains. Je ne sais pas si vous en avez eu, les plus jeunes, mais nous, notre temps, les facteurs humains, c'est quelque chose qui n'existait pas. On a dû avoir 2 heures de psychologie dans tout notre cursus médical, et c'est une calamité. On parlait tout à l'heure de la polarisation. La polarisation, c'est extraordinaire. Si vous prenez 2 candidats politiques, un qu'on donne, il y a 40% de passé, et l'autre qui a 60%, au fur et à mesure qui vont passer à la télé ou que les gens vont voter, on va se rendre compte que celui qui avait 40%, il va descendre à 35%, et celui qui a 60%, il va monter à 65%. Et ça, c'est un effet de polarisation, parce qu'on va parler de plus en plus de celui qui a 60%. C'est normal, on en parle 6 fois, alors que l'autre, on en parle 4 fois, quand on parle 10 fois. Donc ça, c'est la polarisation, et c'est très important, notamment pour les nouvelles techniques. Les nouvelles techniques, par exemple, nous, toi aussi, on a les robots qui sont arrivés, et les robots, voilà, alors au début, on en parlait, ouais, il y a le robot, voilà, et puis au bout d'un certain temps, dans tous les congrès, on a parlé du robot, et puis maintenant, si on ne fait pas de robot, on est complètement nul, quoi. Et donc, moralité, quand on va opérer quelqu'un, on se dit d'emblée, il faut le faire avec le robot, même si on se dit, il n'y a aucun intérêt ou c'est dangereux. Dans la mesure où tout le monde parle du robot, si on fait pas du robot, c'est pas possible, ou même on se pose même plus la question de se dire on ne va pas le faire au robot. Ensuite, il y a le paradigme de H, c'est très important et très intéressant. Si vous prenez 2 segments, un plus grand que l'autre, la première personne qui va arriver, on dit ils sont pareils ou il y en a un plus grand que l'autre. Vous allez dire bien sûr, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Voilà. Par contre, si avant cette personne, on en fait passer 60 qui sont des acteurs qui vont dire ah non, les 2 sont les mêmes. Il y a beaucoup de chances pour que la dernière personne qui arrive, qui a vu les 60 autres personnes qui ont dit que les deux segments étaient pareils, disent ils sont pareils. C'est le paradigme de H, ce qui veut dire que nous, en chirurgie, quand on fait quelque chose et que c'est pas bien, mais que l'anesthésiste nous conforte dans cette attitude, et puis que le penseuse dit ah bah ouais, finalement ça va, la dernière personne, l'infirmière qui est en salle, ou même une aide-soignante, ou n'importe qui, ou un interne, ou un externe, ils vont pas forcément oser dire quelque chose, ou même sans oser le dire, vont dire bon bah c'est vrai, c'est comme ça. Le paradigme de H, il faut y penser. Et puis on parlait des biais de l'harmonie, ça c'est typique, on préfère finalement se ranger au plus grand nombre, c'est quand même beaucoup plus facile que de passer pour un agitateur. Par ça, il faut bien savoir que autour de nous, il y a des gens qui sont quand même beaucoup moins gradés et donc qui ont une peur de prendre la parole parce qu'il y a une autocensure, ils n'osent pas parler parce qu'ils se disent bon bah moi j'ai pas le droit à la parole. Il faut se méfier des faux consensus quand on doit prendre une décision. Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens vont dire bah ouais, on est d'accord. Il suffit de regarder quelqu'un, lui il va penser qu'on pense quelque chose, l'autre il va penser que vous pensez quelque chose. On est tout d'accord, on fait un clin d'œil, on est d'accord. En fait, on parlait vraiment de choses complètement différentes. Donc il faut se méfier des faux consensus et des communications silencieuses qui sont souvent des biais. Et puis éviter la redondance. La redondance, c'est surtout dans l'administration. C'est que généralement, quelqu'un va dire quelque chose à son N+1 en disant ouais, tu sais, ça va pas. Par exemple, ça va être typique. L'aide-soignante qui va dire à l'infirmière la boîte, elle allait pas, j'ai l'impression que c'est pas stérile. Et puis quand on va se réunir, l'infirmière va pas le dire et l'aide-soignante va pas le dire non plus parce qu'elle l'a déjà dit. Elle l'a déjà dit à quelqu'un. Elle dit bon, bah, si l'autre le dit pas, c'est que ça n'a pas d'importance. Ça, faut se méfier. Et puis bon, je vais pas revenir sur les biais cognitifs dont Denis nous a abondamment parlé. Et bien sûr, vous connaissez maintenant Daniel Kahneman par cœur et son livre, vous allez lire ce week-end. Mais enfin bon, cela dit, je parle de la destinationnite, tu n'en as pas parlé. Destinationnite, c'est typique dans l'aviation civile, c'est-à-dire le prototype même, c'est le groupe qui dit tiens, on va aller skier à Méribel ce week-end, j'ai un copain qui a un avion, on y va, etc. Vous partiez de Toulouse. Il fait beau à Toulouse, mais on a dit qu'il ne faisait pas très beau dans les Alpes. Et puis au fur et à mesure, vous avancez, on voit les nuages, etc. Mais bon, il y a le week-end, c'est le seul week-end où on est libre, etc. Donc on se dit, on va y aller. Et puis dès qu'on arrive sur les premières montagnes, on se crache. C'est valable aussi en ski de randonnée. Je suis sûr que par ici, à Toulouse, il y a plein de gens qui font du ski de randonnée. Le ski de randonnée, c'est typique. C'est le groupe qui part en se disant, ouais, bon, on va aller à tel refuge.
Et puis, il a neigé la veille, le manteau n'est pas terrible, on part. Il y en a un qui dit « ouais, on peut passer par là parce que je suis déjà passé ». Les autres derrière, ils ont un peu peur, ils se disent « enfin bon, lui il dit qu'on peut y aller, donc on y va ». Et puis on a décidé qu'on irait au refuge. Le facteur de risque du groupe, c'est la présence de filles. Je vais me faire tuer, voilà, on me regarde, parce que généralement, quand il y a des filles dans un groupe, les mecs jouent toujours les cacous. Donc généralement, ils ne vont pas dire « bah non, j'ai peur ». On va dire « non, les filles, elles sont mignonnes, je ne vais pas dire quelque chose ». Donc voilà, donc tout le monde avance, et puis premier couloir, tout le monde se casse la gueule, et avalanche. Et nous, en chirurgie, c'est la même chose. On part en disant, nous, en chirurgie, quand on fait les cystectomies, on fait souvent des remplacements de vessie. On prend l'intestin qu'on suture à l'urètre. Alors c'est bien parce que les gens n'ont pas de vessie, n'ont pas de poche. On essaye de leur vendre comme ça et les gens sont d'accord, bien sûr. Et parfois, on se retrouve avec des gens qu'on ne peut pas opérer comme ça parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont un méso épais, l'intestin ne descend pas au niveau de l'urètre. Mais on a décidé de le faire. Alors on prend tous les risques pour essayer de le faire, pour leur dire on a fait ce qu'on avait dit, et en fait on prend des risques énormes, et ils ont des péritonites, les lâchages de suture, etc. Donc la destinationnite en chirurgie, c'est fréquent, et surtout il faut y penser et l'éviter. La communication verbale, il faut s'assurer de la bonne compréhension. On n'a pas tous les mêmes valeurs sur les verbes et sur les adjectifs. Voilà. Donc quand on parle, quand on fait la checklist, le volet 1 et le volet 2 de la checklist, où on regarde si on a bien le bon matériel, etc., parfois on va dire « donnez-moi la sonde ». Alors parfois la sonde, notamment nous en urologie, des sondes, il y en a plein, elles sont en latex, elles sont en silicone, elles ont toutes les tailles du monde. Il faut être très précis. Je ne sais pas quel type de matériel vous utilisez, mais il faut vraiment être précis dans ce qu'on demande comme matériel, et surtout vérifier que la personne à qui on a demandé, elle a bien compris ce qu'on lui avait demandé. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec quelqu'un depuis très longtemps qu'il ne faut pas de temps en temps le contrôler. Il faut lui dire, s'il le prend mal, tu sais, la confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, je préfère qu'on parte bien, et généralement, les gens le comprennent. Et ça, c'est bien. Le CEO, le prisme professionnel, tu en as parlé. Les renforcements linguistiques, pour tous ceux qui ont fait des meubles Ikea, je pense que vous avez tous le souvenir que quelqu'un vous l'aurait expliqué un petit peu avant, ça n'aurait pas été plus mal. Je dis ça parce que de plus en plus, dans les stérilisations, on a recours à des photos ou à des schémas. Et le matériel part dans les services de stérilisation, et les filles, elles n'ont que des photos, donc elles ne comprennent rien, elles mettent tout comme c'est sur la photo, mais généralement, ce n'est pas forcément bien fait. Donc attention à ça. Alors, le briefing, débriefing, on en a parlé. La communication entre nous, c'est très important, et c'est très important, effectivement, avec nos infirmiers et infirmières. Le no-go, alors le no-go, on n'a pas parlé, je crois, du no-go, et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, quand le patient arrive quand un patient il arrive au bloc, on fait le volet numéro 1, l'infirmière va dire, bon, l'identité, qui c'est qui vous opère, qu'est-ce qu'on vous fait, etc. Après, on le met en salle. On fait le volet numéro 2. Volet numéro 2, est-ce qu'on a bien le matériel, est-ce qu'on a fait l'antibioprophylaxie, est-ce qu'il va bien, etc. Et puis parfois, on se rend compte qu'on n'a pas le bon matériel, ou que le patient, il devait arrêter le Plavix 5 jours avant, et en fait, il l'a arrêté 2 jours avant, ou l'anesthésiste dit « oh, c'est marrant, une poussée hypertensive, d'habitude pourtant il est traité, etc. » Et parfois, on décide de continuer, et il faudrait arrêter. Et le no-go, c'est une décision qui est difficile à prendre. C'est d'autant plus difficile qu'on est jeune, qu'on vient d'arriver, qu'on veut montrer qu'on est le meilleur. Nous, généralement, les vieux, c'est très facile. On dit non, moi, je ne perds pas, je ne fais pas de risque. C'est blanc, généralement, ça se passe bien. Mais pour les plus jeunes, c'est difficile de faire no-go. Alors, c'est pour ça qu'au niveau du volet 2 de la checklist, il y a marqué go ou no-go, comme quoi c'est officialisé. Et si on fait le no-go, eh ben, c'est qu'on a les raisons et c'est marqué sur la checklist, donc on peut bien le faire. Et ça, c'est important d'avoir fait ce no-go. Ça évite de rentrer dans les tunnels, notamment au niveau du matériel. Après, je voulais faire une petite parenthèse sur le temps. Le temps, c'est notre ennemi complet, quoi. Le temps, on est pressé par nos consultations. Au bloc, je ne sais pas comment ça se passe dans vos blocs, mais enfin, généralement, on vous donne une vacation d'une demi-journée ou une journée. On vous demande de la remplir à fond, parce que si vous ne la remplissez pas à fond, ben, on va vous les supprimer le mois d'après.
Ensuite, c'est toujours quand vous opérez quelque chose de long que l'anesthésiste passe le nez au tournichon et dit ah c'est pas bientôt fini, voilà. Et puis quand généralement vous finissez, il y a la surveillante qui dit ah monsieur machin, madame machin, il faut vite vous dépêcher parce qu'à midi on a la place, on doit faire une urgence, on doit faire un truc. On est toujours pressé par le temps et le temps c'est notre ennemi complet, c'est celui qui nous fait aller dans les tunnels. Donc faites attention au temps. Et alors, on va revenir sur le genre là, tout à l'heure, parce qu'on a failli déflorer mon sujet. Le JAMA, effectivement, a publié sur 1000 vésicules que les filles avaient moins d'accidents que les garçons. Et ça a été repris par une étude finlandaise. Alors, je ne sais plus si c'est sur la vésicule ou sur autre chose. Et ils ont confirmé les choses. Et en fait, c'est vrai que généralement les femmes chirurgiens opèrent plus lentement et font plus attention que les hommes. Et c'est vrai, tu as dit tout à l'heure que dans les blocs opératoires, les blocs étaient plus chargés, les programmes étaient plus chargés quand c'était les garçons. Et c'est vrai que sans doute on a tort et qu'il faut opérer moins vite, il faut faire plus attention. Et c'est sans doute les femmes qui ont raison à ce niveau-là, au niveau de la gestion du risque. Peut-être pas du portefeuille, mais de la gestion du risque, c'est vrai. Et c'est quand même le plus important. Parce que les impôts vous piquent 40% de ce que vous faites. Par contre, quand vous avez un emmerde, eh ben, généralement, les impôts ne viennent pas vous aider, ils n'enlèvent pas 40%. Donc, faire attention au temps. La concentration, on a parlé du téléphone. Le téléphone, c'est une calamité. Moi, j'ai fait enlever tous les téléphones des blocs, enfin de mon bloc du moins, parce que quand le téléphone sonne, c'est toujours pour un ennui. C'est toujours monsieur machin, il saigne, il faut le reprendre. Alors, dès qu'on a un truc comme ça, quand on commence à opérer, c'est fini. On ne pense plus qu'à la reprise. On se dit voilà, pourquoi il saigne, j'ai vachement bien opéré, etc. Il n'est pas normal. Je me souviens, alors on se refait tout le film derrière, j'ai fait telle suture, etc. Pourquoi il saigne. Et donc, on prend des risques avec celui qu'on est en train d'opérer. Et puis, il y a les téléphones portables, c'est horrible, ça sonne tout le temps. Enfin, c'est un objet de déconcentration qui est majeur. Il faut absolument arrêter les téléphones. Puis après, il y a la musique. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui opèrent en musique et ceux qui ne peuvent pas supporter. Et puis, dans ceux qui opèrent en musique, il y a ceux qui écoutent du rock et puis ceux qui écoutent de la musique classique. Voilà. Et en fait, il y a une étude intéressante sur l'importance de la musique quand on opère. L'importance de la musique, ils sont amusés à faire opérer des fellows. Ça se passe je ne sais plus en Angleterre, aux États-Unis, pour voir si les fellows, quand il y avait de la musique, ils opéraient plus vite. Ils se sont rendus compte que quand on mettait du rock, pas fort, mais pas du hard, ni du métal, et quand on mettait du rock tranquille, eh ben, les fellows opéraient plus vite que quand il n'y avait pas de musique. Et en fait, alors on se dit, bon, super, on va continuer avec la musique, mais si on regarde la publication, on se rend compte que c'était le temps pour faire des anastomoses sous célioscopie. Et quand on fait des anastomoses sous célioscopie ou sous robot, c'est un geste qui est excessivement répétitif, où il n'y a pas de décision à prendre. Et effectivement, quand il y a de la musique, ça doit sans doute aider, mais ce n'est pas de la vraie chirurgie. Enfin, c'est pas de la chirurgie. Ce que je veux dire, c'est pas à un moment donné, on doit prendre des décisions, je fais ci, je fais ça, etc. Donc la musique, j'ai pas beaucoup d'idées. Moi, personnellement, j'en mets pas. J'en associe quand même beaucoup. Et j'avoue que je pense que c'est un facteur de risque. Mais ça, c'est personnel. Donc, on a parlé de comment éviter de rentrer dans un tunnel, comment en sortir. Donc, on reparlait déjà de la hiérarchie et du travail d'équipe où tout le monde se doit de se manifester si quelque chose ne va pas. Alors, qui va-t-on écouter ? Les personnes qu'on va écouter, c'est l'anesthésiste. Donc, pas faire comme dans l'exemple précédent, dire à l'IA, écoute, tu m'ennuies, va voir quelqu'un qui sait, etc. Toujours écouter. Savoir prendre le temps, ce qu'on disait tout à l'heure, en plein milieu d'une intervention un peu longue, prendre le temps de dire à l'anesthésiste, ça va, toi, comment ça se passe, attention, etc. Demander à l'infirmière ou l'infirmier qui vous aide, ça va, vous n'avez pas de crampes, etc. Ça se passe bien. Demander à la circulante si ça va bien. Bon, même si l'anesthésiste n'est pas là, souvent ils ne sont pas là quand même, il faut être honnête. Demander éventuellement à ce qu'ils viennent pour être sûr que tout va bien. Ce temps de pause, c'est parfait, ça ne dure pas très longtemps, ça peut durer 2 minutes, mais ça permet de refédérer tout le monde et de revoir les choses. Et puis après, il y a des alertes. Alors les garrots, je pense, moi j'espère que vous n'en mettez pas souvent dans votre spécialité, mais les garrots chez les anesthésistes, il faut absolument des temps de garrot, il faut des alarmes. Alors c'est pareil nous pour l'endoscopie. Nous, l'endoscopie, quand on commence à casser des calculs dans un rein, là on est dans notre ordi, on peut y passer 3 jours. C'est comme derrière un jeu informatique. On peut y passer. Donc on a des alarmes au bout d'1 heure. Je dis toujours, il faut nous avertir parce que nous, on ne voit pas le temps passer. Donc les alarmes, c'est important.
l'appel à une tierce personne. Très important, dès qu'on sent que quelque chose ne va pas, il ne faut pas hésiter à appeler soit un associé, soit un spécialiste d'une autre spécialité qui est à côté de notre spécialité. Donc vous, c'est plutôt les ORL, pour savoir un peu ce qu'il ferait dans ce cas-là, parce que de temps en temps, il ne faut pas hésiter, et c'est toujours très bien vu. D'abord, l'associé est flatté et content, et puis si ça fait sortir d'une situation, c'est très bien. Ensuite, on parlait du post-opératoire, parce qu'on n'en a pas parlé. Le post-opératoire, ça a été une gestion en équipe. Ça a commencé avec le volet numéro 3, le fameux volet numéro 3 que personne ne fait. Le volet numéro 3, je vous rappelle, c'est quand vous avez fini d'opérer, il faut demander à l'anesthésiste qu'est-ce qu'on fait pour les anticoagulants, qu'est-ce qu'on fait pour les antibiotiques. C'est l'éternelle question. Les gens sont toujours sous anticoagulants. Quand est-ce qu'on va reprendre le Plavix? Ils sont tous sous Plavix. Ou quand est-ce qu'on va reprendre les liquides? Les antibiotiques, ils les avaient avant, on les continue combien de temps? Ça, c'est important. Et puis, il faut voir avec l'équipe aussi, est-ce que ça s'est bien passé? Il y a tel machin qui a cassé, et pourquoi il a cassé? Est-ce qu'on a bien étiqueté l'anapathe? Est-ce que les flacons sont bien là? Ça, c'est très important. Et ensuite, quand les patients sont hospitalisés, c'est toujours revoir le diagnostic. Parce que le diagnostic, souvent, on a tendance à partir, c'est les biais d'attachement, on est parti sur un diagnostic et parfois, on se trompe et de temps en temps, il ne faut pas hésiter à se faire un peu l'avocat du diable en disant 5 minutes, on regarde le dossier, si on s'était trompé, si ce n'était pas autre chose, il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Parce que trop souvent, surtout maintenant avec nos prescriptions informatiques, tout est marqué en gros, c'est une péritonite, c'est un machin, c'est une colique néphrétique, et on part là-dedans, et puis au bout d'une semaine, le malade s'aggrave, et puis on est partis tous sur une fausse route. Donc c'est important le travail d'équipe et la révision journalière du traitement et des diagnostics. Donc tout ça, on va aller vite. C'est important de faire donc des briefings, des débriefings. Alors on a parlé, donc il y a le checklist, le briefing qu'on se fait au bloc. Toutes les réunions que généralement personne n'y va, vous savez, c'est les REX, les RMM. C'est important d'y aller parce que c'est ces moments où on discute pourquoi c'est arrivé, c'est important. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire des briefings informels avec son équipe, avec l'équipe soignante ou avec l'équipe avec laquelle on travaille pour dire, bon, moi, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, tel matériel, etc. Il ne faut pas hésiter à parler, il faut vraiment favoriser. On en a déjà parlé, vous allez les acheter, c'est magnifique. Je vous conseille surtout les décisions absurdes, c'est absolument fantastique. Je vous remercie de votre attention. Des questions? Non? Aucune question? Alors, on fera peut-être vous les avez... On fera peut-être une petite discussion juste à la fin. Nous, on va présenter 3 petites situations que l'on a connues. Et puis, on prendra peut-être une discussion globale pour la fin. D'accord ?